L'attaque du Covid, alors d'abord, on va dire, est-ce que globalement, il y a des nouveautés dans la gestion du mandat? Est-ce qu'il y a surtout des nouveaux points de vigilance sur les dossiers dans cette période un peu compliquée? Charlotte. Oui, la période est compliquée. Oui, elle est compliquée pour les sociétés. Elle est compliquée aujourd'hui pour nous, commissaires aux comptes, parce qu'effectivement, on a des points de vigilance qui nous arrivent au regard de la situation. Donc, les points de vigilance principaux qu'on a, c'est les dates. Aujourd'hui, dans l'émission de nos rapports, il faut qu'on soit très vigilant à la séquence des dates. La date d'arrêté des comptes, d'abord la date du 31/12, en disant à la date du 31/12, on est pour les mandats non EIP, toujours, pour la date du 31/12, le Covid était pas encore une pandémie, donc on ne remet pas en cause les comptes au 31/12, on ne change pas les estimations, on ne change pas les comptes. Ça, c'est le point 1. Première date. Après, c'est deuxième date où il faut qu'on soit super vigilant, c'est la date d'arrêté des comptes par les sociétés, parce que par rapport à la date du 12 mars, parce que 12 mars, c'est l'OMS qui a déclaré que la pandémie était mondiale. Donc la société doit se positionner par rapport à la date du 12 mars et dire, à partir de ce moment-là, quelles sont les conséquences pour elle dans son annexe. Donc d'abord, on doit donner la date d'arrêté des comptes, on doit donner des mentions dans l'annexe. Donc ça, c'est la société, c'est l'obligation de la société. Dans le rapport de gestion, la société doit mentionner la date d'arrêté des comptes, puisqu'à nouveau, là, la fonction temps est super importante. Et en conséquence, pour nous, il faut qu'on vérifie ces dates et il faut qu'on les mette pour à la fois nous protéger, mais être clair par rapport à la situation de chacune des sociétés. Il faut qu'on arrive à mettre dans nos rapports, ce qu'on ne fait pas forcément de façon systématique, la date d'arrêté des comptes. Et s'il y a un rapport de gestion, la date du rapport de gestion, pour être bien clair, que tout le monde puisse s'y retrouver sur la situation de la société par rapport à chacune des dates. Donc là, c'est une vigilance extrême parce qu'on a tous vu qu'il y a des sociétés qui ont pu basculer d'une semaine à l'autre. C'est la question que j'allais poser. En règle générale, évidemment, il faut toujours être vigilant jusqu'à l'Assemblée générale, mais là, plus que jamais, parce que des modifications peuvent avoir eu lieu entre le début et la fin du Covid. Eh bien oui, alors le Covid, en plus, il n'est pas fini, mais souvent, hélas, mais souvent, on a tendance, je parle pour moi, mais on a tendance à arrêter le gros de nos diligences au moment de la sortie de notre rapport. Donc d'abord, faites super attention à la date de votre rapport par rapport à la situation de la société. Mais hélas, la vie de la société, elle ne s'arrête pas à la date de notre rapport. Et nous, notre responsabilité, elle va jusqu'à l'AG. Donc, on a comme responsabilité et en lien avec la direction de la société, de vérifier qu'est-ce qui se passe entre la date de notre rapport et l'AG. Et s'il y a des événements significatifs et surtout, bien sûr, négatifs, la société doit faire une communication à l'AG. Et si jamais elle ne le fait pas, c'est de notre responsabilité de CAC de le faire. Donc là, c'est une année lourde parce qu'il faut qu'on suive absolument chacune de nos sociétés jusqu'à la date de l'AG. Et puis, c'est ce que on vit tous, c'est qu'en plus, avec la période juridiquement protégée, les AG peuvent être décalés de 3 mois. Donc, ça nous fait un gros boulot supplémentaire et vraiment beaucoup de vigilance à avoir cette année. Je suis tout à fait d'accord, Charlotte. Gabi, excuse-moi, 30 secondes, mais juste pour préciser, finalement, dans l'ordre, on va devoir faire très attention aux annexes qui sont construites par la société ou les conseils de la société, s'assurer que les informations qui doivent figurer figurent. Selon que c'est une clôture 31 décembre, 31 mars, 30 juin, va y avoir des informations plus précises ou moins précises, compte tenu du contexte et du niveau de connaissance de l'entreprise. Temps numéro 2, la rédaction du rapport de gestion et les informations qui vont figurer là-dessus relatives au Covid, la santé de l'entreprise et les décisions qui ont été prises et les plans d'action éventuels. Et puis temps numéro 3, la rédaction de notre rapport avec toutes ces informations et l'avis qu'on en a. Et temps numéro 4, le jour de l'AG, les informations qu'on a eues entre-temps, si elles doivent nécessiter un complément d'information. Est-ce que j'ai résumé tout ce que tu viens de nous dire, Charlotte? Oui, tout à fait.
Oula, on a des problèmes d'écho, me semble-t-il, du côté de Paris. Vous êtes à Paris, Charlotte, hein? Ah Alors, ouais, mais là, je suis toute seule dans ma salle. Alors, c'est peut-être pour ça. Alors, si la société ne produit pas de rapport de gestion parce qu'elle n'en a pas l'obligation, par exemple, je crois que c'est le cas des SAS, hein, Oui, certaines sociétés, oui. quelles sont les conséquences? Alors, les conséquences, parce que certains m'avaient déjà posé la question, s'il n'y en a pas, on ne l'invente pas. D'accord, on va pas créer quelque chose qu'on n'a pas l'obligation. Donc, on va juste être très vigilant parce que dans certaines SAS, on est d'accord, c'est le dirigeant qui arrête les comptes. Et dans la vraie vie, on sait qu'il le fait un peu quand il veut. Donc là, on va avoir besoin d'un écrit pour qu'il s'engage sur une date d'arrêté des comptes. Il n'y aura pas de rapport de gestion, mais ça veut dire que nous, on va être très vigilants puisqu'on n'aura pas de documentation écrite, on sera très vigilant jusqu'à la date de notre rapport et voir si dans notre rapport, dans les paragraphes sur les vérifications spécifiques, on a des mentions particulières à ajouter. Alors, il y a une question directement liée à la période de confinement, parce que de nombreux commissaires aux comptes n'ont pas pu recevoir les documents originaux. Ils ont dû se contenter parfois de copies, quelquefois de rien du tout. Quels sont les bons réflexes à avoir? Alors sur ce point, à nouveau, en toute transparence, la question, elle a été posée à de nombreuses reprises à la CNCC. On attend une position qui pourrait nous aider en transverse pour tous les commissaires aux comptes. Plusieurs points de vigilance. D'abord, la déclaration à la direction, ce qu'on appelle dans notre jargon à nous la lettre d'affirmation. Première chose, être toujours au plus près de la réalité et de la vraie vie. Donc, dans la lettre d'affirmation, on a un paragraphe type qui dit que la société s'est engagée à nous donner la totalité des informations, blablabla. Blablabla. OK, donc cette année, il faut qu'on soit très vigilant, il faut qu'on soit auprès de la réalité. Donc, on va dire que le paragraphe, il faut qu'on le modifie. Et c'est là où on aimerait avoir des paragraphes types pour qu'on soit tous homogènes dans nos rédactions. Mais il faut prendre la plume en disant que cette année, on a eu accès à des copies et pas des originaux, et il faut engager la société. Donc, il faut faire écrire à la société que la société s'engage à avoir la réalité des originaux, des copies qui nous sont données. On va être clair, hein. Ne pas s'être fait refiler des faux, c'est ça ce qu'on va essayer à couvrir. Et puis, la deuxième chose, si c'est vrai, à nouveau, au plus près de la réalité, si j'ai pas pu avoir des BL, si j'ai pas pu avoir des pièces parce que l'usine était fermée, la société a fait de son mieux, là on les met pas en cause, mais on est dans la réalité, il faut l'écrire. Donc ça, c'est pour la lettre d'affirmation. Ouais. Alors, on a pas mal de questions qui nous ont été posées en amont de alors, et juste, Gabi, je finis pour le rapport, parce que là, c'est hyper important. C'est à nouveau, c'est la mise en place du jugement professionnel de chacun d'entre nous. Mais si je n'ai pas eu accès à la totalité des originaux, j'ai deux positions. Et à chacun sa responsabilité, chacun sa prise de responsabilité. Au plus faible, je mets une observation en disant que je n'ai pas eu accès aux originaux. Mais ça veut dire que j'ai quand même eu accès à tout, mais que des copies. Deuxième chose, à chacun sa protection, à chacun sa responsabilité. Si je n'ai pas eu accès à certaines pièces, par exemple les BL m'empêchent de certifier le cut-off, par exemple. C'est une limitation. Et donc, c'est mon conseil perso. À nouveau, on aimerait avoir des positions plus fermes, d'émettre une réserve pour limitation parce que je n'ai pas eu accès à la totalité des pièces et du coup, je n'ai pas pu valider l'intégralité de mes comptes. Ouais. J'adore animer ces ateliers. J'apprends par exemple que le BL peut ne pas certifier le cut-off. Et vous imaginez à quel point je me sens ridicule face à une phrase prononcée comme ça. Mais ce n'est pas moi qui suis visé à travers vos réponses. En revanche, je dois me faire l'écho de certaines questions qui nous sont parvenues en amont de ce rendez-vous, dont une qui me paraît assez claire. Si la société ne veut pas faire de communication à l'Assemblée générale alors que des événements significatifs se sont produits depuis le rapport de gestion, depuis notre rapport de CAC, est-ce que le CAC doit faire quelque chose? Est-ce que ma responsabilité est engagée? Eh bien oui, parce que c'est dans notre mission. À nouveau, quand la direction ne remplit pas ses obligations, on a un certain nombre de cas où on doit pallier la défaillance de la direction. Donc c'est à nous de prendre le manche à l'AG. Et donc c'est là où, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est super difficile parce qu'aujourd'hui, on va voir pas mal d'AG qui vont se tenir peut-être plus que d'habitude sur le papier ou pas forcément en physique, etc. Donc, à nouveau, c'est une énorme vigilance pour nous, commissaires aux comptes. Il faut vraiment prévenir nos équipes. C'est très important cette année. Ouais.
Pour compléter ce que dit Charlotte sur le point de l'importance pour le commissaire aux comptes d'être extrêmement vigilant, c'est qu'on peut être recherché pour perte de chance d'un actionnaire qui pourrait venir reprocher au commissaire aux comptes de ne pas avoir attiré son attention sur un sujet que la direction n'a pas évoqué à l'AG, que ce soit par écrit dans le cadre des textes de résolution ou du rapport de gestion, alors que s'il avait eu l'information, il aurait peut-être pu agir différemment par rapport à sa qualité d'actionnaire. Donc c'est vraiment très important, effectivement. Alors, une situation qui a pu se retrouver à plusieurs reprises, si la société arrête de nouveaux comptes alors que j'avais déjà émis mon rapport de commissaire aux comptes, est-ce que je peux annuler mon précédent rapport et en faire un nouveau ? Alors ça, on est dans des situations très particulières, mais à nouveau, cette année, elle est hyper particulière. Donc la règle, c'est j'ai émis un rapport, je ne peux pas le mettre à la poubelle. Hein. Alors là, on est quand même clair. Là, le annule et remplace, le copier-coller ne fonctionne pas. J'ai émis mon rapport, je l'ai émis. Selon certaines circonstances, je vais émettre un rapport complémentaire. Et je ne pourrais pas forcément changer mon opinion, mais je pourrais apporter des informations complémentaires dans le paragraphe sur les vérifications spécifiques. D'accord ? Mais un document qui a été émis, non, je ne déchire pas et je ne mets pas à la poubelle. Alors, autre question, si la société change ses projets de résolution, d'abord, est-ce que c'est possible et comment je dois réagir ? Par exemple, est-ce que lorsque la société décide de ne pas distribuer de dividendes ? Oui, ça arrive à nouveau. Hein. Il y a pas mal de sociétés qui avaient préparé des projets de résolution en disant on va distribuer. Puis du coup, vu la situation, ils se disent c'est peut-être mieux de garder notre cash. C'est plus prudent. Donc oui, c'est possible. Alors d'abord, première chose, il ne faut pas que l'AG ait eu lieu et que le PV d'AG ait été communiqué. À nouveau, on ne peut pas annuler une communication qui a été réalisée. Donc ça, c'est le premier truc. Si on est bien avant la réalisation de l'AG, à ce moment-là, à nous, comme d'habitude, et hélas, hein, on n'aime pas ça, mais on doit documenter, on doit tracer tous les échanges, on doit remonter à la source de ceux qui émettent les projets de résolution, donc souvent le conseil d'administration. D'accord ? On doit avoir un nouveau conseil d'administration qui change le projet de résolution, et nous, on doit, à ce moment-là, tracer pour vérifier que tout le process juridique est juste. Et à nouveau, c'est ce que disait Jean-François, que là, on ne laisse personne, quoi, et que le process est bien respecté. À nouveau, gros effort de notre part cette année. Inlassablement, on a des diligences à faire et il faut qu'on les documente. Ouais. Alors François qui demande une précision sur ce que vous disiez au tout début. Pourquoi doit-on être vigilant particulièrement cette année à la date d'arrêté des comptes et à la date de notre rapport ? Eh ben, à nouveau, parce que on a souvent, dans la vraie vie, on a tendance à shooter notre rapport comme ça, on n'antidate jamais, ça c'est sûr, hein, ça c'est bien connu. Ça, personne. Personne, non, ça personne. Là, dans la profession, la personne. Les logiciels ne permettent pas qu'on antidate, donc ça c'est quand même formidable. Mais néanmoins, cette année, on est plus que jamais dans la vraie vie, donc attention aux dates. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. En fonction de la date, il faut mettre en perspective la date et la situation de la société. D'accord ? Donc, à partir du 12 mars, la pandémie est déclarée. On doit dire ou pas si c'est un impact pour la société. Et on doit se reposer la question à chacune des dates. Si j'ai une information complémentaire à la date du rapport de gestion où on a été obligé de fermer une usine, ce qui n'était pas le cas à la date d'arrêté des comptes, je dois l'écrire. Je dois informer les tiers. À nouveau, je réinsiste sur le principe de base. Les comptes doivent permettre une lecture sincère et une image fidèle des comptes à celui qui les lit. Donc nous, c'est notre job. Donc nous, il faut qu'on soit très vigilant à la réalité de la situation et de l'information à chacune des dates. Et si jamais, hélas, les choses empirent, il faut être sûr qu'on soit transparent. D'abord la société, bien sûr, hein, c'est sa responsabilité, et nous en tant que CAC. Ce qu'il faut bien préciser pour François, c'est qu'au moment où la société arrête ses comptes, la situation du 31 décembre, elle est figée. L'impact du Covid n'avait pas lieu d'être pris en considération et là-dessus, on a eu beaucoup de documentation. Au moment où elle arrête ses comptes, elle est avant le 11 mars ou le 11 mars lui-même et elle ne peut pas tenir compte de l'impact du Covid puisque la pandémie n'est pas déclarée. Elle est le 12 mars ou après, elle doit en tenir compte, au moins pour une information dans l'annexe, si elle sait que d'ores et déjà, ça va avoir un impact sur l'année qui est en cours.
Et donc, les comptes sont présentés tels qu'ils sont au 31 décembre, mais ils peuvent être profondément modifiés en 2020. Et les actionnaires qui se réunissent en assemblée, probablement au mois de juin, mais peut-être au fin mars ou au mois d'avril, ont besoin de cette information pour savoir si on distribue un dividende ou pas. Même si le projet de résolution le prévoyait, ils peuvent revenir sur la décision. C'est ce qu'on voit dans la réalité, d'ailleurs, très concrètement. Donc c'est pour ça que la date à laquelle on émet notre rapport, la date à laquelle les comptes sont arrêtés, ont toute une série d'impacts par rapport à la situation que vivait l'entreprise et la réaction qu'elle devait avoir, et pareil pour le commissaire aux comptes. Il y a une expression qui a été régulièrement utilisée, c'est la période juridiquement protégée. Est-ce qu'on peut donner quelques informations et quelques détails sur cette expression, période juridiquement protégée? Qui s'y colle? Tu veux y aller, Jean-François? Période juridiquement protégée, ça a été défini par les ordonnances qui sont sorties depuis mars, d'accord, et qui ont été remises à jour à chaque fois. Donc, c'est la période pendant laquelle, si je le dis en raccourci avec mon vocabulaire, on est dans une bulle où tout s'arrête, quoi. Tout le monde est protégé dans cette bulle et on peut tout décaler pendant cette bulle. On ne va plus payer nos échéances. Hein, on remercie d'ailleurs, par exemple, nous, le paiement de nos cotisations sont décalés, nos obligations sont décalées, les sociétés peuvent décaler leurs AG. Et donc, cette date, elle a été fixée par le gouvernement, arrêtée aux dernières nouvelles au mois de juillet. Et donc, on a un report d'obligation, une façon de le dire, c'est ça, on a un report d'obligation pendant cette période-là. Mais ça a des conséquences sur notre obligation de procédure d'alerte, le cas échéant d'ailleurs. Alors, on va en parler précisément de la procédure d'alerte et plus généralement de la notion de continuité d'exploitation. Est-ce que cette crise sanitaire a modifié le comportement du commissaire aux comptes? Qu'est-ce qu'il faut retenir surtout? Est-ce que l'alerte pouvait se poursuivre pendant cette période? Qu'est-ce qu'il faut retenir dans l'actualité, encore une fois, de cette période très, très, très particulière? Alors, d'abord, si on regarde notre mission de CAC d'un point de vue très général, on s'est battu là-dessus. C'est une mission d'intérêt général. Notre mission d'intérêt général, là, elle prend un sens colossal dans cette période. Et c'est de regarder la continuité d'exploitation, notamment, et la procédure d'alerte est quand même une procédure qui fonctionne extrêmement bien en France. Et si je parle de mon expérience passée, dans les contrôles, on avait peu de problèmes de continuité d'exploitation en France parce que les commissaires aux comptes respectent cette procédure, ce qui n'est pas forcément le cas à l'étranger. On a des procédures très très fortes et c'est vraiment l'une de nos missions premières. Cette année, c'est important parce que quelquefois, ça a peut-être pu être mal interprété, mais chacun est libre de la réaction, de la communication qui avait été faite cette année par la CNCC et le H3C en nous disant attention, point de vigilance. Alors c'est vrai qu'on est tous conscients de notre métier, de notre mission, mais néanmoins c'était de se dire que cette année, vu les circonstances, plus que jamais, mettons en avant notre rôle là-dessus. Et une des façons de le faire, inlassablement, c'est pénible, hein, je sais, mais c'est de documenter, d'alerter plutôt que d'aller à la pêche aux informations. C'est nous de donner des informations et d'aller au devant des dirigeants, leur dire attention, qu'est-ce qui se passe, d'aller engager une réflexion et une discussion avec lui sur qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, est-ce qu'ils sont au courant de toutes les mesures mises en place par le gouvernement, d'accord? Même en tant que CAC, il n'y a pas que avec la tête d'expert comptable. Voilà. Est-ce qu'ils ont pris conscience de toutes les mesures qui étaient possibles? Et au regard de ça, où est-ce qu'on en est par rapport à la continuité d'exploitation? C'est du coup quelque chose qui n'existe pas dans les textes parce qu'on a appelé ça, puisque la procédure d'alerte, elle commence à la phase 1. Alors du coup, pour nous, on a toujours beaucoup d'imagination, hein, donc on l'a appelé la phase 0. Wow. Attendez, on va en parler de la phase 0. Mais alors, juste, Gabi, une précision, parce que cette procédure d'alerte, elle a rajouté un traumatisme sur le traumatisme que tous les professionnels ont vécu, soit en tant qu'expert comptable, soit en tant que commissaire aux comptes, soit les deux, dans cette période. Parce que
on est dans une situation où on ne peut pas imaginer que le dirigeant ne soit pas alerté, averti du risque que son entreprise est en train de courir avec cet arrêt d'activité. Donc la procédure d'alerte qui est en général là pour s'assurer que le dirigeant ait la connaissance d'une situation à risque, on est en train de se dire, ben non, il le sait, je ne vais pas lui rajouter un élément. Mais en fait, ce qu'on nous propose, et là-dessus je rejoins complètement ce que dit Charlotte, c'est pas de rajouter une couche sur un dirigeant qui est déjà assez assailli par les risques, mais de lui dire qu'est-ce que vous avez prévu de faire, comment vous allez faire, est-ce que vous avez bien pris connaissance de toutes les possibilités qui s'offrent à vous, etc. Donc c'est cette phase-là, la phase 0, c'est la phase éducative qu'on joue tous en permanence dans le cadre de notre mandat. Et là, l'isolement nous a peut-être contraints à ne pas avoir de contact, sinon téléphonique au minimum avec nos dirigeants, mais il faut absolument le faire et le continuer et s'assurer que le temps avançant, les décisions qu'il avait prises initialement au mois de mars, avril, etc., ça évolue, etc. Donc c'est vraiment très très intéressant et important. Alors il y a d'autres questions évidemment qui vont suivre sur cette continuité d'exploitation et cette procédure d'alerte, mais Florian nous en envoie une qui est la question est la suivante: la signature électronique des rapports du CAC est-elle possible? Est-ce qu'on a des éléments là-dessus? Oui, bien sûr, à condition d'avoir les conditions de signature de sécurité et qui sont habituellement rencontrées, avec une particularité, c'est qu'on peut utiliser la signature Sign Expert dans cette période de crise sanitaire pour signer des rapports de commissaire aux comptes. Ce qui jusque-là n'avait pas été accepté parce que la signature Sign Expert, elle fait ressortir les qualités d'expert comptable au lieu de commissaire aux comptes et que ça posait peut-être une ambiguïté. Mais là, pour le coup, dans un cadre assez pratique, l'autorisation a été donnée. Bien. La phase 0, vous parliez tout à l'heure de la phase 0, pour revenir là-dessus. Alors, c'est ce qu'on disait, c'est la phase 0, c'est aller au-devant du dirigeant, vérifier qu'il a la bonne information, le documenter et faire une analyse de la situation avec lui. Mais ce qui est spécifique à cette année, on a vu, donc on a la période juridiquement protégée, c'est que cette phase 0, en fait, elle démarre le plus tôt possible, mais elle va durer longtemps parce que cette phase 0, il faut qu'on soit en alerte permanente au moins jusqu'à l'AG, quoi. Donc, ce n'est pas juste un entretien que j'ai eu, mais du coup, il faut que je sois, c'est ce qu'on, hélas, on répète depuis tout à l'heure, il faut que je sois vigilant à tout moment puisque les situations peuvent basculer rapidement. Est-ce que grâce à la période juridiquement protégée, tout s'arrête pour les procédures d'alerte en cours ou que l'on voudrait mettre en place? Alors, tout ne s'arrête pas. Alors, en revanche, ce qui est, si on parle de sécurité pour les commissaires aux comptes, ils sont protégés eux aussi dans leur responsabilité pendant cette période. Bon, alors c'est génial, mais néanmoins, on a notre job à faire. Et donc là, ce qui a été écrit et communiqué, c'est que là, on va faire confiance à notre jugement professionnel. Donc, entre guillemets, on est libre. C'est à nous de décider par rapport aux éléments de contexte qu'on a. Soit, par exemple, on a des situations où on avait lancé une procédure d'alerte et en fait, pour la société qui avait des problèmes de trésorerie, d'avoir un prêt garanti par l'État, ça leur redonne du souffle. Donc là, on a toute légitimité à tout arrêter. En revanche, il y en a d'autres qui vont se retrouver dans des situations encore plus complexes. Donc, on nous demande d'appliquer le texte avec souplesse, jugement professionnel, mais quand les éléments sont là, on ne déroge pas à nos obligations. Quand il faut y aller, il faut y aller. Voilà. Je me régale. Les CAC vont devoir faire preuve de souplesse. Alors, est-ce que… le terme juridique, elle est jugement professionnel. Alors, il y a eu des situations un peu particulières et qui continuent quelquefois. Les tribunaux de commerce, lorsqu'ils sont fermés ou qu'ils ne répondent pas, comment je dois réagir quand je suis commissaire aux comptes? Je me dis pas chic, c'est super et j'attends 3 mois. Non, c'est pas ça ce que je me dis. Je me dis qu'aujourd'hui, on est en 2020, donc j'envoie des mails d'abord. Je trace, j'envoie des mails, je me rapproche du tribunal qui est concerné parce que chacun des tribunaux ont mis en place une organisation spécifique. Donc, je l'attends pas couché derrière mon oreiller et non. Ne me carapate pas. Se mettre en place. Alors, celle-là de question, elle est importante quand même parce que je la lis telle que je l'ai reçue. Dans le cadre de la loi Pacte, je sors de mon mandat à l'AG. Vu les circonstances, qui doit lancer la procédure d'alerte?
Est-ce que c'est encore moi puisque je vais perdre mon mandat? Alors oui, la réponse est, on a dit inlassablement, je suis responsable jusqu'à l'AG. Donc si les circonstances sont là, malgré la période juridiquement protégée, je ne déroge pas à mes obligations. Donc je lance la procédure d'alerte, je fais un état des lieux précis à l'AG parce que je sors, d'accord? Et quand je sors, je suis transparent et j'informe le tribunal de commerce que je sors, donc je spécifie la date de ma sortie en lien avec la date de l'AG et je redonne au tribunal ma connaissance de la situation de la société au moment où je sors. Mais j'attends pas en disant passe au suivant, puis il n'y aura pas de suivant. Non. Voilà une question que... Ah, allez-y, Jean-François. Oui, j'allais dire qu'il y ait un successeur ou pas, il est très important de faire cette démarche. Le successeur la reprendra ou la redémarrera, c'est sa liberté et c'est son jugement, mais celui qui sort a tout intérêt à faire cette démarche s'il estime que la continuité est compromise. Là-dessus, c'est très important. Alors, on me fait savoir, Jean-François, qu'il faudrait que vous parveniez à baisser le son de votre micro, si c'est possible. Hein. Je vais essayer. Voilà une question que je n'aurais pas pu inventer, même en réunissant tous mes neurones, mais qui visiblement passionne l'un d'entre vous ou un de vos pairs. Quelle est la différence entre l'incertitude significative sur la continuité d'exploitation et continuité compromise? Alors, si on y va, donc ça c'est, et là on rentre dans les textes. Donc, la première chose, et c'est ce qu'on doit regarder nous, et c'est ce qui va en plus déclencher notre façon de certifier les comptes, d'accord? Donc, on dit que la continuité d'exploitation est incertaine quand on a encore de l'espoir. Donc, le texte nous dit si la situation n'est pas définitivement compromise, mais dépend de la réalisation de certaines conditions. C'est la vie. Est-ce que justement, on va avoir les prêts garantis par l'État? Est-ce qu'on va avoir de nouvelles commandes? Est-ce qu'on va pouvoir réouvrir l'usine? C'est soumis à la réalisation de conditions, mais on ne perd pas espoir. Et définitivement compromise. Donc là, il faut qu'il y ait des actes. Et donc, on dit que la continuité d'exploitation est définitivement compromise s'il y a eu une décision de cessation d'activité visant à la liquidation et qui a été prise par les dirigeants ou qu'il y ait eu une décision judiciaire de liquidation. D'accord ? On est plus fort. Là, ça va vraiment. On n'y croit plus trop là. Corinne Fourmont s'adresse à vous. À quelle date est fixée la période juridiquement protégée? 31 août, je crois, nous dit-elle. Oui, on va revérifier. Mais oui, de toute façon, c'est août. Moi, j'avais en tête le 23 parce que la période je ne sais plus là, de trucs sanitaires. Désolée, j'ai pas le mot vocabulaire. Crise sanitaire. Crise sanitaire, donc s'arrête au mois de juillet, donc on rajoute un mois, donc ça nous donne aux alentours du 23 août. À préciser en tout cas. Donc, je peux retrouver vous retenez Corinne Fourmont qui souhaiterait avoir ce renseignement. On reviendra vers elle autant que faire se peut. Et dernière question peut-être sur ce volet impact du Covid. Que faire dans ces circonstances un peu particulières si la direction ne répond pas à mes demandes d'information? Alors, si la direction ne répond pas, à nouveau, on ne se dit pas j'ai 3 mois de période juridiquement protégée, donc j'attends qu'ils reviennent dans 3 mois et puis on regardera ce qui se passera dans 3 mois. Non, si la direction ne répond pas, j'enclenche comme dans la procédure classique. C'est de la responsabilité de la direction de répondre. Si donc malgré les relances, ils ne répondent pas, là je me retrouve dans la situation où je dois déclencher, où je dois avancer, quoi. Est-ce qu'on a fait le tour, d'après vous, de cette période particulière et des conséquences qu'elle a pu avoir sur votre activité quotidienne auprès des entreprises qui vous ont mandaté? Je pense que c'est assez complet, en effet. Bon, alors, je vous propose de basculer sur un autre gros sujet, c'est le sujet du code de déontologie. On va tourner la page ensemble. Alors, nous voilà dans ce code de déontologie, forcément très technique, très complexe, et qui a été longuement débattu, sauf erreur de ma part. Il y a des choses qui sont assez intéressantes. D'abord, tiens, on va essayer de dire opportunités et obligations. Quelles sont les opportunités
qu'offre ce nouveau code de déontologie aux professionnels? Alors, quand on a des mandats non EIP, alors il y a une énorme opportunité qui nous est offerte aujourd'hui, puisque les services interdits n'existent plus. D'accord? Donc, une fois qu'on dit qu'il n'y a plus de services interdits, si on le dit en positif, ça veut dire que tout est permis. D'accord? Tout est permis, bien sûr, mais bien sûr, on applique notre métier, hein, on reste commissaire aux comptes, on applique le code de déontologie. Tout est permis, sauf bien sûr. Ce qui est interdit. Non, oui, non, mais c'est surtout, il faut que je sois indépendant, quoi. C'est quand même le gros de ma mission, hein. Le CAC, pourquoi il y a un CAC, c'est parce qu'il est indépendant. Donc tout est permis, sous réserve de rester indépendant. Donc ça, c'est la première opportunité, elle est énorme. On insiste, hein, pour les mandats non EIP. Pour les mandats EIP, le règlement européen continue de s'appliquer, et donc on a toujours les services interdits qui avaient été fixés par l'Europe. Voilà, donc ça, c'est quand même les opportunités, Charlotte. Est-ce que je me trompe en disant que désormais, alors est-ce que c'est une opportunité, c'est à vous de voir, mais vous avez désormais, les CAC ont désormais la possibilité de faire de la publicité? Oui, oui, tout à fait. Et donc ça, c'est la deuxième opportunité. Donc on avait déjà certains éléments qu'on avait le droit de faire en termes de publicité. Là, le texte a écrit qu'aujourd'hui, on avait le droit de faire des mailings. On a le droit d'envoyer des mails. J'ai pas le droit d'envoyer des SMS. Voilà, donc le contexte de ce que j'ai le droit de faire est assez exotique. J'ai pas le droit de faire de publicité comparative ou mensongère, ça tombe sous le sens. Et en revanche, la dernière condition que je dois respecter si je fais des mailings, c'est que je dois donner des indications sur la façon dont je construis mon chiffre, mes honoraires. D'accord, je dois donner des indications sur le coût pour celui qui reçoit le mail. Vous pouvez démarcher quelqu'un. Ouais. Oui, mais vous ne pouvez pas dire quittez Jean-François Malène parce qu'il est trop cher et il ne travaille pas bien, venez chez moi. Ouais. Ça, vous n'avez pas le droit. Non, on n'a pas le droit. En plus, ce serait faux, donc vraiment, on ne peut pas le dire. Alors, évidemment, la vérité d'une opportunité, c'est souvent ce qu'elle cache. Et dans ce code de déontologie, il y a aussi des obligations qui pèsent désormais sur les frêles épaules des commissaires aux comptes. Alors oui, on a des nouvelles obligations et certaines obligations, où je vais dire, qui vont s'emboîter. D'accord? Donc à nouveau, principale, j'allais dire, colonne vertébrale du code de déontologie, le cas qui doit être indépendant. Donc ça, c'est vrai. À ça, on nous a rajouté des limitations en nous disant, alors on peut y aller, hein, c'est l'article 17 qui nous dit qu'on a l'obligation de respecter les monopoles des autres professions. Donc c'est assez étonnant que, ça c'est mon avis purement perso, je ne savais pas qu'on avait le droit d'écrire qu'il y avait des monopoles et qu'en plus il fallait qu'on les respecte. Donc ça veut dire pour nous, si on lit le texte, ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'aller sur les plates-bandes des avocats ou des notaires. En tout cas, c'est ma lecture personnelle. Alors, autant pour les notaires, on comprend qu'il puisse y avoir ce qu'on appelle dans ce code de déontologie un monopole, mais pour les avocats, il y a un monopole ? J'en sais rien, mais c'est un peu ce qui nous est suggéré. Si on a plus de doctrine, on aura plaisir à l'appliquer. Mais aujourd'hui, on a des débats et on attend à nouveau des réponses pour nous éclairer et pas nous mettre en difficulté, mais pour nous accompagner, de savoir, beaucoup de cabinets aujourd'hui se disent, est-ce que ma société d'expertise comptable peut faire le secrétariat juridique de la société? Parce que quand on est dans la vraie vie, on le vit tous, on fait refaire inlassablement et corriger les rapports de gestion, les projets de résolution. Et donc, il y a un moment, on peut même mettre en cause notre indépendance à force de le faire et de le refaire. Et donc, certains se posent la question, mais ce serait peut-être plus simple si ma société d'expertise comptable pouvait faire ces documents. Donc, aujourd'hui, la réponse à la lecture du texte, on lui dit, a priori plutôt non, parce que là, c'est plutôt dans les mains des avocats. Alors, il y a un terme qui revient assez souvent dans les questions posées qui ont trait à ce code de déontologie, c'est la notion de réseau. On met en parallèle la notion d'indépendance et de réseau. Vous pouvez nous éclairer ? Oui, alors la chose sur laquelle à chaque fois j'alerte les gens, c'est que souvent on se dit que les réseaux, c'est les bigs.
Voilà, et que du coup, dans le code de déontologie, à chaque fois qu'on parle d'indépendance, on dit que c'est mon indépendance personnelle, l'indépendance de moi et ma société, et de moi et mon réseau. Et souvent, on se dit, c'est cool, là, le réseau, c'est pour les bigs, donc c'est une obligation qu'on a collée aux bigs, mais que je n'ai pas. Et donc, je dis, attention, attention, souvent, je ne sais pas, je ne connais pas la structuration juridique des cabinets des uns et des autres, mais souvent, on se trouve nous-mêmes en situation de réseau. Alors, on illustre souvent, en tout cas moi ce que j'ai vu sur le terrain, c'est souvent j'ai une holding et les associés sont actionnaires de la holding, c'est là où on rémunère les associés. Et cette holding, elle détient souvent une société de commissariat aux comptes, d'une part, et de l'autre côté, elle détient une société d'expertise comptable de l'autre côté. Alors, et après, si on prend la définition de réseau, souvent, alors le réseau, c'est défini dans le code de déontologie, la définition n'a pas changé, mais souvent, ça va s'appliquer. J'ai une direction commune, j'ai des intérêts communs, je partage mes bénéfices, j'ai les mêmes procédures et j'ai les mêmes personnes. C'est un réseau, et c'est pour ça qu'on dit attention, et c'est pour ça que je disais, si la société d'expertise comptable fait le juridique, est-ce que je suis indépendant? Et on dit, faites super attention parce que en fonction de votre organisation juridique, la société d'expertise, elle est dans le réseau, donc elle se doit d'être indépendante. J'ai parcouru le code de déontologie en essayant de comprendre à peu près les termes qui étaient rédigés, mais j'ai cru comprendre que parmi les obligations nouvelles, vous n'aviez pas le droit de démissionner pour ne pas dénoncer à Tracfin. Est-ce que c'est ça? Est-ce que j'ai bien compris ou pas? Oui, bravo. C'est une nouvelle obligation. D'accord, donc tout ça vient en fait avec la mise à jour des textes sur le blanchiment. D'accord, on a eu une NEP révisée, la NEP, vous aimez pas ça, mais je le dis quand même, la NEP 9605 qui a été révisée. Voilà, et les textes de loi vont avec. Donc là, c'est de se dire, tout le monde connaît le code de déontologie par cœur, donc allez-y, c'est l'article 11 aujourd'hui, qui nous dit que je n'ai pas le droit de démissionner pour me soustraire à une obligation de déclaration de soupçon. Je dis avec mon vocabulaire, ce n'est pas les termes, mais ça revient à ça. Ouais. Alors, pour compléter, il y a effectivement la NEP qui a été révisée le mois de novembre ou octobre de l'année dernière, de mémoire, et puis il y a une modification du code monétaire et financier sur Tracfin au mois de février, quelque chose comme ça. Donc, je pense que la NEP va faire l'objet d'une nouvelle révision, mais il y a effectivement, pour moi, plus de clarté dans la nouvelle NEP qu'il n'y en avait avant sur le comportement du professionnel tout au long de sa mission et vis-à-vis à la fois du procureur, de Tracfin, etc. Donc, vraiment, ceux qui ne l'ont pas encore lu, je vous invite à aller la lire. Elle est très, très instructive, très éclairante. Un terme sur lequel je suis resté un peu sec, c'est la mesure de sauvegarde et le risque pour l'indépendance du CAC. Je n'ai pas bien compris. Oui, alors un vrai sujet, ça. C'est un vrai sujet. Certains pensent que c'est nouveau. Donc, non, je regrette de vous dire que la mesure de sauvegarde, elle a toujours existé, que l'indépendance a toujours existé et que la mesure de sauvegarde aussi. Donc, on nous demande, c'est écrit dans le texte, on doit analyser la situation des risques par rapport à notre indépendance à chaque fois avant de prendre une mission de commissariat aux comptes ou une prestation. Donc, prestation, c'est tous les sacs, toutes les prestations connexes. Je dois faire mon analyse d'indépendance. Alors, je dois la faire quand on est dans le texte, ça veut dire je dois la documenter. D'accord? Et mon analyse, elle va être liée à est-ce que je suis en conflit d'intérêts? Est-ce que je suis en autorévision? Est-ce que j'ai un risque par rapport à des liens personnels, des liens professionnels, etc. On a un paquet de risques à identifier. Quand vous dites que je dois la documenter, ça veut dire que je dois rédiger un document sur lequel je montre que j'ai analysé ça? Exactement. Le conseil est... Vous vous levez pour aller faire un café, vous l'écrivez aussi pour voir si votre indépendance n'a pas été remise en cause. Ça marche comme ça? Pas encore. Bientôt peut-être, mais pas encore. Mais là ceci dit, Gabi, il est écrit qu'on ne peut pas accepter de cadeau. Donc le café qui nous est offert, jusqu'à quel point on a le droit de le boire? Ah oui, ça va jusque-là quand même. Là, désormais, c'est écrit.
Bien. Donc, non, mais la documentation, c'est écrit, si vous voulez aller regarder, c'est dans l'article 19. Hein. On doit écrire notre analyse des risques. D'accord. Je vous conseille de la dater, puisque aujourd'hui, on attend à nouveau de la doctrine de la part de la CNCC de nous dire qu'est-ce qui est faisable ou pas faisable comme mesure de sauvegarde. Alors, qu'est-ce que c'est une mesure de sauvegarde? C'est une mesure que je prends pour réduire mon risque. Donc, la première, la plus directe, je démissionne. Alors, comme ça, j'ai plus de risque. Là, je suis sûre d'être indépendant. Donc, ça, c'est la plus redoutable et la plus efficace. Au moins, c'est nettoyé. OK. Mais sinon, c'est de définir au meilleur de ma connaissance qu'est-ce qui serait susceptible de réduire mon risque pour que je reste indépendant. Et ça, je dois le documenter. Alors, la CNCC, si vous regardez les fiches, la CNCC a communiqué des fiches avec le code de déontologie et des exemples de mesures de sauvegarde. Donc, les mesures de sauvegarde, c'est je fais intervenir une autre équipe. Et ça peut être un cumul, souvent, ça va être un cumul de mesures. Je fais intervenir une autre équipe. Je fais venir ce que dans notre vocabulaire, ce qu'on appelle un réviseur indépendant, quelqu'un qui n'est pas intervenu pour être sûr qu'il ait un regard extérieur et qui m'affirme que je n'ai pas de risque. Voilà. Je peux en faire plusieurs. Il y a une seule chose sur laquelle je veux insister lourdement, c'est mon avis personnel et j'enclenche que mon avis personnel, mais faire attention parce que dans la fiche, on nous dit que si je suis en commissariat aux comptes et que moi, je me retrouve dans une situation de risque ou d'autorévision, eh bien, une des suggestions, c'est que sur cette zone de risque, ce soit mon COCAC qui fasse les diligences. Alors, j'invite tout le monde à revoir les textes. En co-commissariat, c'est les deux qui doivent être indépendants, c'est pas un qui couvre l'autre. Donc méfiez-vous, la responsabilité elle est conjointe, d'accord? Donc moi, à nouveau c'est perso, hein, donc j'ai pas à revoir des analyses juridiques des textes, mais comme ça, je dirais attention, je couvre pas mon COCAC, c'est plutôt le contraire, c'est que je vais partager le risque qu'il a pris. Donc, les deux doivent être indépendants. C'est la règle de base, hein, quand même. C'est quand même l'objectif du co-commissariat au compte, hein, quand même. Plus par plus, ça fait plus par moins, ça fait moins. Ah oui, c'est ça. Juste un commentaire sur ce nouveau code de déontologie et notre profession dans sa plus grande acception. Ce qui me gêne, c'est que on a, avec le rebond proposé par la compagnie, ouvert aux professionnels commissaires aux comptes tout un tas de missions qui relèvent d'une compétence tout à fait accessible pour les experts comptables. Et en ayant fait ça, on veut proposer à nos confrères la possibilité de maintenir une activité dans des sociétés où on était commissaire aux comptes, en allant faire des prestations complémentaires sur toutes ces fiches. Et donc, ce qui me gêne, moi, c'est que ces fiches-là, ce sont que des missions de conseil qui nous mettent en situation de risque, comme on vient de le voir, par rapport à l'indépendance, etc. Et que c'est un métier qu'on peut déjà faire par ailleurs en tant qu'expert comptable. Alors certes, puisque je sais le faire en tant qu'expert comptable, je sais aussi le faire en tant que commissaire aux comptes, mais du coup, si je me mets à venir concurrencer mon confrère ou ma consoeur expert comptable sur des missions qu'il ou elle peut faire et les vendre en tant que commissaire aux comptes, on va forcément se mettre à se battre entre nous sur quel sujet. Ce ne sera pas la compétence, on a la même, donc ça ne peut être que le prix. Et donc si on est sur le prix, tout le monde est perdant. Donc, d'accord, très bien, maintenant on a le droit de le faire. Quand le client nous sollicite, je comprends qu'il soit difficile de dire non, mais mesurons bien les enjeux pour la profession. Chaque cas est différent, je ne jette la pierre à personne. Je pense qu'il y a effectivement des situations dans lesquelles il n'y a pas d'expert comptable, où il n'y a pas de conseil suffisant et que le dirigeant voudrait être mieux accompagné pour X ou Y raison, mais n'allons pas chercher là où il n'y a pas besoin. Et d'ouvrir des luttes qui vont nous conduire à une réduction de notre activité alors qu'on est déjà bien assez attaqué de toutes parts. Donc, soyons vigilants. Justement, c'est Van Lisa qui nous pose la question. Est-ce que le CAC pourrait faire les payes de son client non EIP? Dans l'absolu, oui. Dans l'absolu, oui. Après, il faut qu'il fasse attention à tout ce qu'a dit Charlotte sur l'indépendance, c'est-à-dire est-ce qu'on peut me reprocher de ne pas être indépendant ou de ne pas paraître indépendant, et dans ce cas-là, mettre en place des mesures de sauvegarde. La mesure de sauvegarde, ça protégera le commissaire aux comptes
du contrôle qualité, où il pourra démontrer qu'il a mis en place des procédures de sauvegarde qui sont écrites et qu'il a respectées. En revanche, ça ne le protégera pas si un jour quelqu'un vient démontrer qu'il a subi un préjudice face à ce manque d'indépendance, voire affaire Enron. Et là, pour le coup, les mesures de sauvegarde, même si elles ont été appliquées, mais qu'elles n'étaient pas suffisantes et que ça a conduit le professionnel à faire des choses qu'il n'aurait pas dû faire, peu importe de quoi il s'agit, là, il ne sera pas protégé par la mesure de sauvegarde face à une action disciplinaire ou judiciaire en cas de préjudice subi. Alors, Gaby, je complète parce que là, c'est super important. Ça fait partie des sujets sur lesquels on attend de la communication de la CNCC qui nous dit c'est plutôt non, on se retrouve en situation d'autorévision. Alors, les points de vigilance, c'est toujours les mêmes. C'est est-ce que la paye, c'est significatif dans les comptes, d'accord? À nouveau, le seuil, c'est super important. Si je me retrouve en autorévision sur un montant qui est supérieur au seuil, sincèrement, en indépendant, je suis très, très mal. Après, il y a un autre point de vigilance. En toute sincérité, c'est si je fais la paye, est-ce que je suis uniquement en train d'appuyer sur le bouton et j'imprime les payes parce que je ne voudrais pas que vos clients vous attaquent pour défaut de conseil sur la paye. Et donc là, ça devient compliqué de dire d'un côté, je m'engage, je fais que la paye et je ne fais pas de conseil. D'accord ? J'ai pas le droit de faire du conseil quand je suis CAC. Mais je fais quand même de la paye par ma société d'expertise comptable. Mais est-ce que ma société d'expertise comptable, elle appuie que sur le bouton ou quand même elle fait du conseil en paye? Et ben là, je vous souhaite une bonne documentation parce que là, moi, je vais toujours parler d'indices, voilà, d'indices de conflit d'intérêts, d'indices de perte d'indépendance, d'indices d'autorévision. Une autre chose qui n'est pas dans les textes, mais qui va être pris dans le contexte des indices, c'est souvent que, et c'est pour ça que c'est très attractif, c'est que l'émission de paye, ça va être X fois le montant des honoraires de commissariat aux comptes. Donc attention, il faut que votre analyse, elle prenne pas que le risque, il faut prendre tous les indicateurs et tous les éléments qui sont autour de ce risque, quoi. Hein, on sait qu'on a envie de faire du cash, mais attention à bien analyser les risques. Et c'est pour ça que la documentation est super importante. Alors, vous avez peut-être un tout petit peu inquiété Corinne Fourmont tout à l'heure, parce qu'elle revient vers nous, elle nous dit « Je suis gérante SARL expertise comptable et je suis en indépendante pour activité CAC. Est-ce que je suis en réseau ou pas ?» Elle dit non, elle, mais est-ce qu'elle est en réseau? Hein, elle est gérante SARL pour le volet expertise comptable et indépendante pour l'activité CAC. On n'a pas de lien juridique, mais... attention, les règles d'indépendance s'appliquent, quoi. Ouais. Donc, on nous pose aussi une question sur les possibilités de démissionner. Est-ce qu'il y a du nouveau dans le code de déontologie sur les possibilités de démissionner? Alors, l'article sur la démission, elle est négociée, renégociée, tout le monde essaye de la faire bouger. Et hélas, l'article de la démission n'a pas changé. En revanche, là où je fais toujours un point d'attention sur l'article sur la démission, on n'a que 4 possibilités de démissionner, d'accord ? Et je vous alerte sur le petit c. Alors à nouveau, rien n'a changé, mais si on refait le lien avec la norme sur le blanchiment, la norme révisée, j'en profite toujours, hein, je suis désolée, je déroute, on a l'obligation aujourd'hui d'identifier le bénéficiaire effectif tout au long de la mission et pas uniquement au moment de la prise de la mission ou de la prestation. Et la norme nous dit, blanchiment, hein, nous dit si je ne trouve plus et que je n'arrive plus à tracer mon bénéficiaire effectif, alors je démissionne. Voilà. Et donc du coup, la démission pour aller jusqu'au bout, parce que la NEP, elle ne fait pas le lien avec le code de déontologie. Et donc en fait, à ce moment-là, on appliquera la démission, le petit c de la démission. Et le code a bougé, donc l'article sur la démission, la seule chose qui lui est arrivée, c'est qu'il a changé de numéro, mais sinon, il n'y a rien d'autre n'a changé. Et juste une précision sur les bénéficiaires effectifs. Désormais, lorsqu'on trouve une information qui est incomplète ou erronée, on a l'obligation d'aller le déclarer au greffe. Ça, c'est la loi qui est passée ce printemps. Alors, une question qui nous vient de la capitale, c'est-à-dire de Marseille. Farouk Boulbari, que vous connaissez tous, nous dit « Est-ce que vous ne pensez pas que les régulateurs ne font pas assez confiance au CAC
qui dans la majeure partie des cas est indépendant. Eh bien oui, Farouk, c'est le problème de la France. On ne donne jamais le crédit qu'il mérite à chacun des dirigeants de toutes les entreprises françaises. On veut toujours les surveiller et les empêcher de faire preuve de jugement. Donc je ne peux pas dire autre chose que ce que tu m'invites à dire. Je te remercie de la question. Et Gabi, moi je ne renie pas mon passé. Et moi, je dis protégez-vous. Protégez-vous. Parce qu'à chaque fois, hélas, dans tout ce que j'ai vécu, on a peur du contrôle, soit. Mais moi, ce n'est pas le contrôle, c'est ce que j'ai expliqué. Et je ne renie pas mes 8 années. Le vrai risque, c'est le jour où le dossier est saisi. Et donc là, c'est pas le régulateur là. Non, on est dans la vraie vie, donc c'est vrai que c'est lourd, mais pour vivre heureux, protégeons-nous. Ça marche dans d'autres circonstances que le CAC, ça. Sortez couverts. Une autre question, et après on basculera pour terminer nos 9 dernières minutes ou 8 dernières minutes sur la question des petits groupes. Question qui nous vient de Karl, qui lui est à Paris, petite ville d'Île-de-France. Cet élargissement du champ d'exercice du commissaire aux comptes ne serait-il pas une réforme pro-big qui, eux, peuvent allègrement se permettre de mordre sur la ligne blanche du sacro-saint principe d'indépendance? Celle-là, elle n'y va pas par 4 chemins. J'ai envie de tirer un joker, là. Ah ouais, je tire pas de joker. Non, c'est la guerre. C'est la guerre, mais allez-y. Le texte, il est vrai pour tout le monde. Donc, allez-y. Alors, peut-être que les bigs, ils ont d'autres consultants qui vont aller vendre. Mais aujourd'hui, allez-y, vous pouvez vendre des formations. Vous pouvez faire du recrutement. Vous pouvez faire des tonnes de choses. Et ça, c'est pas que de la compétence de big. Et alors là, moi, je suis pas ECF, mais par moment, je peux être provocatrice. Il y a des choses à faire. La loi Pacte a annulé un certain nombre de choses et ouvre beaucoup de choses. Alors, bougeons-nous. Et il y a des choses qu'on sait faire. Et à mon avis, qu'on fait plus et mieux que les bigs et au plus près de nos clients. Donc, nous privons pas. Allons-y, quoi. En fait, on n'est pas sur les mêmes marchés et je rejoins Charlotte, il y a des compétences qui sont les nôtres et que l'on peut faire en tant que commissaire aux comptes sans trop se mettre en danger. Attention, la partie conseil, évidemment, est à proscrire, mais on n'est pas sur les mêmes marchés, donc les bigs ne viendront pas chercher les mandats qui sont de ce qu'on appelle des PME-PE. En revanche, oui, ils vont développer une activité très forte en parallèle sur les non-EIP de grosses importantes, donc les ETI. Voilà, après, allez-y en conscience. Mais oui, bien sûr qu'il faut saisir toute opportunité. Je veux juste quand même qu'on soit raisonnable vis-à-vis des professionnels qui sont aussi conseils de l'entreprise, avocats, experts comptables. On est en général, on travaille ensemble et il ne faut pas casser ça. Personne n'a de choses à gagner dans cette guerre, je dirais, fratricide. Alors, je vous propose de basculer sur le dernier chapitre. On va parler des petits groupes, si vous voulez bien. Avec plaisir. Alors, on va commencer par le début, parce que ça a été un gros sujet aussi, ces petits groupes. Comment, par rapport à la notion de seuil qui avait évolué, je ne vous apprends rien. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un petit groupe, Jean-François ? Alors, cette notion, elle est apparue effectivement dans la loi Pacte avec une définition d'un petit groupe. C'est une société qui contrôle plusieurs autres sociétés, enfin une ou plusieurs, et dès lors cette entité et les sociétés qu'elle contrôle, en cumul dépasse 2 des 3 seuils, eh bien, le petit groupe est qualifié de petit groupe. Les seuils, on les connaît. Total bilan 4 millions, chiffre d'affaires 8 millions, effectif 50 salariés. On va prendre les comptes de chaque société du groupe en l'état, à la date de clôture qui sont celles de chaque société ou entité du groupe. Et quelle que soit la durée d'exercice qui est concernée, on prend les comptes en l'état et on agrège les 3 critères pour arriver à définir si l'ensemble dépasse les seuils. Dès lors qu'on a un petit groupe, il se passe les choses suivantes. La tête de groupe, quelle que soit sa taille et sa forme, doit avoir un commissaire aux comptes. Et dans les filiales, dans les entités détenues, on peut imaginer une association, des sociétés civiles, tout ce que vous pouvez imaginer. Eh bien, celles qui dépassent les seuils de sociétés significatives, d'entités significatives, c'est-à-dire la moitié des autres, total bilan 2 millions, chiffre d'affaires
4 millions, effectif 25 salariés. Ces entités significatives doivent avoir un commissaire aux comptes. Voilà le petit groupe défini par la loi Pacte. Mais on est obligé de faire des comptes consolidés dans un petit groupe, c'est ça, j'ai bien compris? Non, c'est la différence. Et d'ailleurs, l'article du Code de commerce qui introduit cette notion de petit groupe, c'est le L823-3-3 ou -2 peut-être bien, il précise que c'est à l'exception des sociétés prévues par le Code de commerce pour les comptes consolidés. Donc, dès lors qu'un groupe dépasse les seuils des comptes consolidés, il n'est plus possible de l'identifier comme étant un petit groupe, naturellement, même s'il dépasse aussi les seuils des petits groupes. Et dans ce cas-là, il n'y a plus de filiales significatives non plus, du coup. Alors, c'est compliqué votre histoire, hein, parce que le contrôle d'une entité, c'est quoi alors, le contrôle d'une entité? Alors, le contrôle de l'entité, il est défini aussi dans le Code de commerce, c'est le 233-3. Il y a 3 critères. Vous êtes sûr que c'est le -3? Parce que moi j'avais en tête le 4, mais non, c'est le 3. Oui, je crois que c'est le 3. C'est ça, d'accord. Et alors, ce qu'on peut rajouter, c'est surtout que la définition n'a pas changé. Non. D'accord, déjà. Donc là, il faut appliquer ce qui existe, d'accord? Exactement. Mais ça, à nouveau, ça n'a pas changé. On n'a pas fait rentrer de nouvelles notions, mais on les reprécise parce que ça s'applique là aussi. Hein. Voilà. Oui, absolument. Et il y a effectivement dans cet article, il y a trois critères qui sont identifiés pour la notion de contrôle. Évidemment, avoir la majorité, ou alors avoir plus de 40% des parts. On est soupçonné, entre guillemets, d'avoir le contrôle. À nous de démontrer que ce n'est pas le cas, le cas échéant. Et puis, troisième critère, lorsqu'il y a un contrôle conjoint. Une question qui nous vient de Bretagne, c'est Philippe Pujot qui nous la pose. Notion de petit, la notion. Pardon? Je dis bonjour à Philippe. Ben oui, on va se gêner, tiens. Alors, la notion de petit groupe est-elle antinomique avec celle de groupe consolidé? Eh bien non, c'est la réponse qu'on a apportée tout à l'heure, puisque lorsqu'on a un groupe consolidé, on n'a plus de petits groupes, et c'est la suite logique quelque part. Le législateur avait pour objectif de dire si un dirigeant crée un groupe pour échapper à des seuils de 50 salariés, 10 salariés, 20 salariés, 20 salariés c'est plus tellement d'actualité, il faut faire en sorte que malgré tout, lorsqu'il a créé un ensemble économique assez important, il reste sous le contrôle d'un commissaire aux comptes et par conséquent, il y a cette notion de petit groupe qui est apparue. Est-ce que j'ai déjà posé la question de ce qui faisait la différence entre une personne et une entité? Je ne sais plus. Non, c'est intéressant comme question parce que le fameux article du Code de commerce qui introduit la notion de petit groupe, il parle de personne ou entité. Et la question s'est vraiment posée de savoir si une personne physique pouvait être considérée comme une tête de petit groupe. C'est le cas de figure où un dirigeant a créé une société, puis il en a créé une deuxième, et puis sur l'une des deux, il a acheté une autre entreprise, et sur la deuxième aussi, puis on voit que en dessous de sa personne, on a deux petits groupes de sociétés, chacune des branches étant en dessous des seuils, mais réunies, l'ensemble dépasse les seuils, eh bien on considérera que la personne physique est la tête d'un petit groupe. Alors la question est de savoir s'il faut certifier l'IRPP de la personne physique. A priori non. Mais voilà, la question n'a pas été posée très clairement, mais non, normalement ce ne serait pas le cas. En revanche, les filiales deviennent filiales significatives si elles dépassent chacune individuellement les seuils de 2 millions, 4 millions et 25 salariés. Et donc là, ces filiales significatives devront avoir un commissaire aux comptes. Alors, il est 11h59, il nous reste 1 minute, donc on va essayer de répondre très rapidement aux questions mitraillettes que je vous pose. Si la société tête de groupe est détenue par une société étrangère, qu'est-ce qui se passe? La société étrangère, si elle est certifiée, elle est tête de groupe certifiée, donc il peut y avoir des filiales significatives, et donc il faut regarder si les sociétés françaises sont significatives. Si elle n'est pas certifiée, la société française qui détiendrait les autres sociétés serait la tête de groupe en France. Et si la tête de groupe est une personne physique? On l'a dit. On l'a dit. Tête de groupe. Et si la tête de groupe est détenue par 2 sociétés avec chacune 45% de détention? Eh bien, on est au-delà des 40%, donc on considère qu'il y a une présomption de contrôle, et comme elles ont une égalité, c'est 2 fois 45,
eh bien, il y a un contrôle conjoint. Donc, elles sont toutes les deux têtes de groupe. Elles doivent toutes les deux avoir un commissaire aux comptes. Et après, il y a peut-être des filiales significatives. Et là, il y a une parution, une étude juridique documentée de la CNCC sur ce cas-là, par exemple. Ouais. Ouais. Dernière question, si vous le voulez bien. Est-ce qu'il y a des filiales significatives dans les groupes qui établissent des comptes consolidés? La réponse est non, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Voilà qui est précis, concis et construit. Écoutez, Charlotte et notre ami Jean-François, merci 1000 fois de nous avoir éclairés. Merci Charlotte. Merci pour votre invitation. Et merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont suivis et qui nous ont envoyé beaucoup de questions. À très vite sur d'autres aventures. Au revoir à tous, au plaisir de vous revoir bientôt. À bientôt. Merci.